Bonjour et bienvenue dans la saison 2 d'Objectum. Je suis Héloïse, commissaire-priseur, et je suis heureuse de vous retrouver pour vous emmener à la rencontre des acteurs inertes de notre quotidien, les objets. Porteurs de sens, indicateurs sociaux et témoins des mœurs des décennies et siècles passés, ils sont les stars de la petite histoire. Celle-ci nous conte l'évolution du quotidien et du confort domestique à travers les âges. Et si l'on parle souvent des ventes aux enchères sous l'angle des records, je vous propose de vous emmener sur la réalité du terrain. Les salles des ventes sont peuplées d'objets en tout genre qui, au-delà d'être à portée de toutes les bourses, sont de formidables témoins de la petite histoire dont je vous parlais. Les objets sont bavards et je vous invite à rester écouter ce qu'ils ont à nous dire. Je parle souvent de la petite histoire, mais dans cet épisode, elle va se mêler à la grande histoire, et plus particulièrement celle de la Première Guerre mondiale. Avez-vous déjà entendu les termes d'artisanat de tranchée ou d'art des poilus ? C'est ce dont il sera question dans cet épisode. Pour cette plongée dans l'art des tranchées, je me suis accompagnée d'un confrère, Mériadec, commissaire-priseur à l'hôtel des ventes Giraudot à Tours. Mériadec est également passionné d'histoire et collectionneur d'artisanat des tranchées. Il partage sa passion sur le compte Instagram Souvenir d'un poilu. Merci à lui de m'avoir aidé à décrypter ces objets. On étudiera également leur marché et leur cote. J'espère que ce format de discussion plus informel vous plaira. N'hésitez pas à me partager vos retours. Art des tranchées, artisanat de tranchées, art des poilus, plusieurs termes sont employés. On peut donc se demander ce qui justifie ces différents termes. Qu'est-ce que l'art des tranchées ? Ça insinue que le travail a vraiment été fait en première ligne par les soldats au front. Et après, tu as le terme qui est un peu plus générique, qui est art des poilus, qui veut dire que c'est le poilu en général qui a pu faire ça, mais aussi bien à l'arrière ou dans un camp de prisonniers ou ce genre de choses. Voilà, c'est vraiment ça la distinction. Alors c'est vrai qu'on fait pas vraiment de parallèle entre les deux et on dit tout le temps art des tranchées ou art des poilus, mais en réalité c'est quand même un peu distinct. C'est le poilu, c'est vraiment il a pu faire ça n'importe où, oui. Et alors que tranché c'est vraiment dans la tranchée, quoi. Oui. Et est-ce qu'on pourrait dire du coup que le point commun de ces objets-là, ce sont les matériaux, qui sont des matériaux de fortune, de récupération ? Oui, parce que en fait le poilu au début il fait surtout de l'artisanat de tranchée dans la tranchée au vu d'améliorer son quotidien, parce que quand le front se stabilise assez vite et qu'il s'est terminé les guerres de mouvement, en fait ils ont besoin d'améliorer leur quotidien avec des lampes, des briquets, ce genre de choses. Et donc c'est vrai que les premiers trucs qu'il y a, c'est qu'on trouve, c'est les douilles, le bois et ce genre de choses. Donc beaucoup de laiton, beaucoup de bois. Et ensuite, après, pas mal d'autres choses au fur et à mesure, les os des chevaux, ce genre de choses. On a pu éclairer la définition de cet art historique ainsi que les matériaux employés pour fabriquer ce type d'objet sur le front ou à l'arrière. Mais intéressons-nous à leur circulation. Entre souvenirs intimes conservés précieusement au sein de la famille et objets produits en grand nombre, on remarque que c'est un panel très vaste qui nous est offert à voir. J'ai questionné Mériadec sur ce point. Qu'est-ce que, dans les objets que tu repères, il y en a peut-être que tu retrouves beaucoup plus fréquemment, oui. Vu que c'est vrai que, comme tu disais, j'avais pas perçu cet aspect-là, mais qu'il y a des souvenirs qui sont peut-être beaucoup plus intimes et donc conservés, et à l'inverse des objets qui prennent peut-être presque le statut d'œuvre d'art, d'œuvre décorative, et qui de ce fait sont plus facilement échangés, troqués, vendus. Et ça on le voit dans les inventaires souvent, on voit tout le temps des paires de douilles sur les cheminées, ce genre de choses. Quand tu discutes avec les gens, ils disent souvent je crois que c'est mon grand-père qui l'a fait, mais ils sont pas très sûrs. Et pour peu que ce soit des douilles toutes bêtes avec des fleurs dessus, des corps repoussés ou même gravés, dans ce cas-là ils s'en séparent plus facilement parce que t'as pas vraiment un moyen de les rapprocher de l'arrière-grand-père ou ce genre de choses. Alors que quand ça se transmet et que t'as vraiment un beau dessin ou que c'est signé, ou que le poilu il a mis son nom, ou alors qu'ils ont la carte postale du poilu aussi de l'époque, ou le courrier qui va avec, souvent ils conservent parce que c'est la mémoire du grand-père. Et voilà. Après, vu que c'est des objets pas faciles à mettre chez soi, une paire de douilles, c'est ce qu'on voit le plus en inventaire, ou des briquets ou ce genre de choses, et au bout d'un moment les gens s'en séparent. Vous le comprenez, l'art des poilus a donné naissance à des objets divers, conservés dans les familles ou à l'inverse, dont les générations se sont séparées au fil des ans pour les faire apparaître sur le second marché. Quels sont les objets les plus courants que l'on y trouve ? Le briquet, la paire de douilles, les crucifix, et après c'est surtout les encriers aussi, pas mal d'encriers. Et puis un des plus symboliques qu'on voit aussi beaucoup, c'est la canne de poilu.
Comme pour tout marché, certains objets sont plus convoités et recherchés. Mériadec nous donne donc quelques indications pour comprendre les critères de rareté. Est-ce qu'il y a des objets qui sont vraiment plus rares à retrouver quand on parle d'art des poilus ? Oui, alors tout ce qui est... en fait c'est comme tout, mais plus le travail qui va être fait sur l'objet, par exemple en termes de détails, en termes de si ça représente un personnage, si ça représente un soldat, une femme, ce genre de choses, plus la façon dont ça va être fait est bien fait, là forcément il y a de l'intérêt et c'est recherché parce qu'il y avait des vrais orfèvres dans les poilus, il y a beaucoup qui avaient des métiers très manuels et qui savaient faire des vrais beaux dessins. Donc quand tu as une jolie paire de douilles avec une femme, un sujet un peu érotique ou alors un soldat ou ça forcément ça a plus de valeur. Les objets plus sympas aussi, c'est les avions. Les avions, ça c'est très recherché. Et après, la valeur, c'est vraiment en fonction de s'il y a une date, s'il y a un lieu, s'il y a un nom, s'il y a un régiment, ce genre de choses. Forcément, ça fait grimper les prix aussi. Et donc c'est là. En fait, c'est comme tout. Plus le travail va être fin, de belle qualité, plus ça va être recherché, et plus les objets vont être aussi pas courant comme des caricatures du Kropnitz, Guillaume II, ça c'est recherché, ou alors un briquet en forme de tank ou un briquet en forme de sous-marin, et ça forcément on est sur des prix qui sont beaucoup plus forts que le simple petit encrier ou le simple petit briquet tout bête Cela m'intrigue toujours de savoir à quel moment un collectionneur commence à rassembler des objets autour d'un thème précis. J'ai donc eu envie de demander à Mériadec d'où lui était venue cette passion pour l'art des tranchées. Moi, j'avais récupéré le casque de mon arrière-grand-père et son album photo, il était artilleur. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à me dire tiens, c'est assez sympa, qu'est-ce qu'il pouvait, que j'ai eu un peu de l'attrait vers tout ce qui était Première Guerre mondiale. Et l'artisanat de tranchée, en fait, j'ai toujours aimé les petits objets, justement, tout ce qui est fait manuellement, comme le travail de ponton ou le travail de marin, ça j'aime beaucoup aussi. Et donc je trouvais qu'il y avait un rapprochement, c'est vraiment avec le peu de matériaux, comment réaliser des choses qui sont vraiment belles Et donc j'ai dû acheter mon collier coupe-papier, ça doit faire 15 ans maintenant, où c'était juste marqué souvenir de la Grande Guerre, Et puis en fait au fur et à mesure, dès que j'envoyais en vide-grenier, je les achetais, et puis après les briquets, et puis après et après c'est comme tout collectionneur, tout ce qui était tout ce que j'accumulais en coupe-papier lambda où il y avait rien marqué, ce genre de choses, je m'en suis séparé pour acheter des pièces plus importantes aussi. J'aime vous le rappeler, mais pour agrandir sa collection, et chiner en général, il faut être curieux. Mon échange avec Mériadec me l'a à nouveau montré. Site de vente entre particuliers, vide-maison, brocante, braderie, salle des ventes. Le tout est de se montrer patient et de ne pas forcément avoir une idée arrêtée de ce que l'on cherche. Et comme toujours, il faut ouvrir l'œil. Car l'artisanat de tranchées compte également des faux de plusieurs types. Mais il y a plusieurs types de faux. Déjà, il y a ceux qui ont été faits ensuite après, entre la guerre et la Seconde Guerre mondiale, donc ça reste de l'artisanat qu'on appelle de tranchées poilues, mais ça a continué pendant la Seconde Guerre mondiale et même après pendant tous les conflits, parce qu'il y a toujours des douilles et ce genre de choses, et que les soldats ont toujours continué à faire la même chose. Et après il y a les faux, notamment quand il y a des choses qui ont un peu plus de valeur, et je pense par exemple aux petits avions. On voit souvent des petits avions que les soldats faisaient à partir de douilles et ce genre de choses, et ça il y a pas mal de faux. Afin de vous plonger davantage dans les coulisses du marché des objets de poilus, je vous laisse avec un extrait de ma conversation avec Mériadec. Afin d'en savoir plus sur ce marché spécifique, je lui ai d'abord demandé si les objets d'art des poilus étaient rares. En fait, il y en a tellement que ça sera jamais quelque chose qui va prendre de la valeur ou qui va baisser, parce que on en trouve vraiment tout le temps. Même si forcément il y en a qui disparaissent forcément dans le gré des successions, sur les choses, les gens bazardent sans avoir forcément la connaissance, mais il y a eu tellement d'obus qui ont été tirés que ça se compte en centaines de millions, que c'est pas des choses qui sont rares par contre l'objet rare en lui-même, ça c'est plus difficile, et c'est ça qui est intéressant, c'est de pas juste se concentrer sur le petit briquet classique avec une pièce de monnaie, mais de trouver le beau briquet avec une caricature ou Oui, donc le problème, c'est pas tant le quantitatif, mais plutôt le qualitatif. Donc, au sein de la quantité qui est présente sur le marché, aller rechercher les perles rares, les objets vraiment d'exception qui ont été très bien travaillés. C'est ça. C'est-à-dire que sur le marché aux enchères, tu peux avoir un bel artisanat de tranchée qui fait vraiment des sous.
parce que c'est pas courant, parce que voilà, et puis si t'as l'histoire en plus avec, ou le soldat ou la photo du soldat, bah c'est génial. Alors que on voit tout le temps aux enchères des paquets de papier, des paquets de briquets, des paquets de tout ça, et ça a pas beaucoup d'intérêt, quoi. Et justement, en termes de valeur, pour donner une idée plus précise, quand tu parles d'un bel objet qui monte aux enchères, on est à peu près dans quel ordre de prix quand on est plutôt sur les objets haut de gamme de ce type d'art? Bah pour aujourd'hui, c'est vrai que pour un avion, par exemple, un bel avion allemand ou un Albatros, par exemple, bien avec la croix allemande sur les ailes, ce genre de choses, tout de suite, c'est des choses qui peuvent faire 250, 300 euros l'avion. Quand on trouve ça sur eBay ou même en salle des ventes. Alors en salle des ventes, ce sera plus 150 ou 200 euros au marteau. Mais et après, une jolie canne, pareil, avec un beau sujet sculpté, ça peut faire 120, 150 euros. Alors qu'une plus classique avec juste un serpent enroulé et juste un lieu, ça va faire 40, 50 euros. Donc oui, il peut y avoir des choses. Après, moi, j'ai rarement vu des choses au-delà de 500, 600 euros. Mais après, je pense que ça peut forcément exister si t'as un truc vraiment magnifique, une très belle pendule ou des choses comme ça. Mais ouais, ça pour moi, ça va vraiment de 1 euro jusqu'à 500 euros, quoi. Ah ben justement, j'allais te demander pour quelqu'un qui souhaiterait démarrer ce genre de collection, est-ce qu'on peut démarrer avec un tout petit budget? Ah bah oui, au contraire. 1 euro, 20 centimes. Enfin, bon, aujourd'hui, les gens, ils ont plus la notion quand même de ce que ça représente, et donc dans les vides-greniers, tant mieux, hein, mais c'est vrai que les gens défendent ça, un coup de papier dans les 2, 3, 4, 5 euros, si c'est vraiment un truc tout lambda. Mais oui, avec très peu de moyens, on peut se faire une collection sympa. Et après, c'est comme le propre de toute collection. Dès qu'on trouve une pièce plus intéressante, on vend le reste, et puis ainsi de suite, quoi. Ah ben merci beaucoup. En tout cas, je me demandais, est-ce que tu aurais encore à l'esprit d'autres conseils peut-être à donner à quelqu'un qui souhaiterait démarrer une collection d'art des poilus, d'art des tranchés? De ce que tu me dis, je retiens plutôt que c'est effectivement ne pas avoir peur de passer un peu de temps pour vraiment éplucher les vides-greniers, les sites de vente entre particuliers, et d'avoir l'œil de ce fait sur le qualitatif, la belle ciselure. Moi, c'est plutôt ça que je conseillerais, c'est pas tant de vouloir la quantité, parce que ça sert à rien, parce que des douilles, il y en aura on voit des gens qui ont des collections de douilles, il suffit de taper sur internet où ils ont 1000 douilles chez eux avec juste des fleurs, c'est chouette, mais c'est moins intéressant que d'avoir 20 douilles, mais avec vraiment des beaux personnages gravés dessus. Oui. Et pareil pour du coup tout type d'objets, faut décliner de la même manière, quoi. Un bel encrier avec moi je me souviens, la plus belle pièce que j'avais trouvée, c'était en brocante à Angers il y a 12 ans, et c'était un encrier justement sculpté, un peu ajouré, et qui représentait 2 soldats français qui sortaient de la tranchée, qui chargeaient les Allemands, qui levaient les bras des tranchées, et voilà, et c'est tout bête, mais je préfère une pièce comme ça qu'un encrier lambda avec une tête d'obus et 3 douilles posées dessus, voilà. Alors que là, il y a une vraie symbolique. J'ai pas eu l'histoire qu'elle a avec, mais et je m'en souviens, ça m'a coûté 30 euros, quoi. Et depuis, je l'ai toujours dans ma vitrine, vraiment comme pièce phare, quoi. Oui. Et voilà, justement, c'est peut-être ça l'inconvénient dans ce type de collection, c'est que quand tu achètes, malheureusement, c'est souvent pris hors du contexte. Donc derrière l'objet, tu n'auras pas forcément. Est-ce que c'est peut-être plus rare de trouver l'objet avec son contexte d'origine, comme tu disais, la documentation parfois écrite qui va avec? Alors c'est plus rare, effectivement, mais ça tu peux plus trouver en faisant des vides maison ou alors sur le Bon Coin. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'acheter quand même des douilles où les gens m'envoyaient la carte postale du soldat, et donc tu vois le type qui l'a fait, et effectivement où son livret militaire, et pour peu que la douille soit sculptée avec le nom marqué en bas, et ben hop, tu peux faire le rapprochement, et voilà. Mais c'est vrai que c'est même pas 10% des objets, parce que en fait dans les familles, plus personne ne se souvient des histoires, les briquets traînent dans les fonds des placards, et personne ne sait vraiment d'où ça vient, quoi. Je remercie Mériadec pour son partage d'expériences et de connaissances. Avez-vous ce type d'objet dans les maisons de famille? En tout cas, vous l'aurez compris, si l'art des poilus vous intéresse, ce sont des collections accessibles en termes de budget. Une paire de douilles sculptées formant vase, estimée 15 à 20 euros, est à vendre dans la vente d'art militaire de l'hôtel des ventes d'Orléans-Madeleine, le 17 mai. Et pour suivre les ventes de Mériadec, je vous invite à aller regarder de plus près l'actualité de l'hôtel des ventes Giraudot à Tours, où il propose parfois des ventes de cette spécialité. Mais tel que précisé dans cet épisode, l'art des poilus se retrouve également en vide-maison, en brocante et sur les sites de vente entre particuliers. Alors armez-vous de patience et lancez vos recherches.
J'espère que cet épisode vous a plu. L'entretien complet est disponible sous forme écrite sur le compte Instagram objectum.cp. Commencez à le comprendre à travers les précédents podcasts, mais le mot d'ordre est de chiner et d'être curieux. Vous pouvez redonner une seconde vie aux objets en faisant le choix d'une décoration 100% seconde main. Et pour chiner, ouvrez grand vos yeux, n'ayez pas forcément d'idées trop arrêtées de ce que vous recherchez. Fixez-vous un budget et allez arpenter de multiples endroits où vous trouverez des pépites. Alors il y a bien sûr les salles des ventes, les plateformes Drouot et Interenchères, mais aussi les marchés de brocanteurs, les braderies de quartier, les antiquaires, les vides maisons, les sites d'achat entre particuliers et les ressourceries solidaires. Mériadec nous disait « Il ne faut pas nécessairement rechercher le quantitatif, mais plutôt le coup de cœur et le qualitatif ». On se retrouve bientôt pour un prochain épisode, et si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à le noter, le commenter et le partager. J'aimerais davantage proposer des formats de discussion avec des professionnels, donc dites-moi si ces épisodes à plusieurs voix vous intéressent. D'ici là, n'hésitez pas à écouter ou réécouter les épisodes déjà disponibles sur Spotify ou sur la chaîne YouTube Objectum Commissaire-Priseur. Et pour échanger de manière plus directe, je vous invite à suivre et partager le compte Instagram objectum.cp.